Jean-Philippe Plaise. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues, mesdames, messieurs. Je crois, Madame Diaz, qu'effectivement vous n'écoutez pas bien le Président Rousset quand il dit qu'il est étonné du montant. Tout le monde savait qu'il y avait des difficultés, mais ce montant, il tombe un peu sur le bec de tout le monde. Il ne faudrait pas réussir par un talent oratoire, verser la charge de la preuve. C'est quand même fort de café de reprocher à Renaud Lagrave qu'il n'y a pas assez de trains, mais on fait marcher les trains, rouler les trains sur des rails qui existent, un fonctionnement qui existe, avec un investissement qui existe, mais qui n'est pas de notre compétence. C'est fort de café de renverser la charge de la preuve en accusant le président de la région Nouvelle-Aquitaine d'être à la peine de 6 semaines, alors que c'est des décisions qui nous viennent d'en haut, qui nous sont imposées, qui nous posent des problèmes sur lesquels nous sommes réunis pendant 2 jours pour essayer de trouver des solutions. Je voulais commencer, Monsieur le Président, par associer notre groupe aux remerciements chaleureux que vous avez adressé à Gérard Blanchard. Un mot sur l'hommage que vous avez rendu, Monsieur le Président, Dominique Bernard et Samuel Paty. À l'occasion de cette minute de silence, nous aimerions associer à cet événement de calendrier, à un événement récent, le fait qu'une enseignante de lycée a récemment été giflée à Tourcoing, alors qu'elle faisait respecter la loi et le principe de laïcité, doit aussi nous alerter sur cette petite musique lancinante et persistante d'atteinte à la laïcité, ce qui est confirmé par un récent rapport du Sénat, confirmé préalablement par un rapport du Sénat, confirmé dans les établissements, du moins ceux qui osent en parler, et ce qui signifie surtout un retrait de cette valeur républicaine cardinale dans ce que la République a toujours reconnu comme son seul élément sacré, l'école avec un E majuscule. Alors à l'occasion des tristes anniversaires des assassinats de Dominique Bernard et de Samuel Paty, il nous semble primordial de rappeler sans cesse l'importance des valeurs républicaines, notamment la laïcité, que l'on croit à tort parfaitement intégrée, ou qu'on dit au contraire dépassée, non moderne et sans lien avec notre monde actuel. Pourtant, la laïcité répond aux défis, notamment sociétaux, de vivre ensemble, qui nous sont posés aujourd'hui, puisque la laïcité garantit l'égalité des droits sans distinction de religion, d'origine ou de genre. C'est la liberté de conscience et de croyance pour chacune et chacun. Dominique Bernard et Samuel Paty sont 2 enseignants tragiquement assassinés pour avoir défendu ces valeurs. Cela renforce l'idée qu'il est impératif de continuer à éduquer les jeunes dans cet esprit d'égalité, de respect et de tolérance, surtout dans un contexte où des conflits extérieurs, notamment ceux du Proche ou du Moyen-Orient, ne manquent pas d'être récupérés, de se répercuter en France dans notre façon de faire société, en nous opposant, en nous divisant de façon manichéenne, en nous renvoyant à une communauté, en hiérarchisant ou relativisant les drames. Il n'y a pourtant pas une vie humaine plus importante qu'une autre, il n'y a une croyance plus importante qu'une autre. La laïcité nous enseigne cela. Nous devons affronter au plan national la crise budgétaire. Les difficultés budgétaires étaient connues, vous l'avez dit, Monsieur le Président. Ce n'est pas véritablement surprenant tant nous savions le niveau abyssal de la dette. Mais comment ne pas être sévèrement critique à l'égard de la gestion budgétaire de l'État et comment ne pas être violemment choqué par l'injuste obligation faite aux collectivités locales de participer à la résorption de la dette dans des proportions ô combien plus importantes que le poids réel des collectivités dans cette même dette. Cette situation entraînera de fait une baisse des services publics, ce qui aggravera encore les inégalités sociales et territoriales, alors que nos concitoyens attendent exactement et strictement l'inverse, c'est-à-dire plus de justice sociale et moins de fractures territoriales. Pour le dire autrement, ce qui nous est imposé est aussi brutal qu'arbitraire, c'est aussi injuste qu'inquiétant, c'est grave. L'État entraîne les collectivités dans le recul des services publics, dans le recul de l'action publique, et comble du comble, fait appel aux 450 collectivités les plus grandes, supposant qu'elles sont riches, pour participer à l'effort de résorption de la dette massivement générée par ce même État. Alors que faire? Nous pourrions rentrer en résistance, retirer les délibérations budgétaires de cette séance plénière, car les débats d'orientation budgétaire sont très certainement parmi nos débats les plus importants, mais comment les tenir dans ce contexte incertain et flou? Nous devons faire face et surmonter, continuer à faire avancer la Maison Nouvelle-Aquitaine dans le sens, l'intérêt et les attentes de ses habitants. Nous avons effectivement une obligation collective, commune à nous tous ici, défendre l'action régionale et trouver collectivement des solutions. Mais de grâce, chers collègues, ne soyons pas schizophrènes ni amnésiques dans cet hémicycle. Concentrons-nous sur l'action régionale et cessons avec des motions inopportunes, pour ne pas dire indécentes. Dans le contexte que nous connaissons, dans l'histoire récente que nous connaissons, très commentée ce matin, que penser de motions qui demandent d'augmenter le budget agricole ou d'investir au-delà de nos compétences sur le ferroviaire?
Que penser de ces motions venant des partis de l'ancienne majorité présidentielle ou de l'actuel gouvernement, alors que les premiers n'ont pas réussi à répondre nationalement aux attentes du monde agricole, ça se saurait, bien réussi en même temps à creuser le déficit de la France de façon record, et que les seconds, l'actuel gouvernement, sont en soutien donc d'un gouvernement qui réduit l'investissement sur le ferroviaire et la capacité de financement de l'action régionale, toujours en même temps. Alors à Paris, dans nos territoires respectifs, n'oublions pas que nous sommes ici des élus régionaux, à l'Assemblée nationale, au gouvernement ou à l'hôtel de région. Restons cohérents. Prenons exemple sur notre collègue Éric Saint-Jocomo, que je voudrais saluer, nous aide à Bruxelles à défendre les positions que nous défendons en région et que nous défendons collectivement en région. J'en veux pour preuve la récente mission d'information et d'évaluation de nos politiques agricoles en lien avec l'alimentation et la santé. Ce fut un succès. Nous devons nous inspirer de cette mission dans ce qu'elle a collectivement suscité et uni sur quasi tous les bancs de cet hémicycle. Défendons collectivement et les régions, mais pour ce qu'elles font, voir, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, pour ce qu'elles pourraient faire pour remédier à ces crises conjoncturelles et structurelles, nous aurions intérêt à défendre une décentralisation accrue, au-delà et plus profondément qu'une simple loi NOTRe 2, afin de mieux adapter les compétences et les ressources des collectivités locales. Pour nous, ce serait forcément d'avoir une recette fiscale en lien avec notre mission transport, par exemple. Cela permettrait de mieux répondre aux besoins des citoyens tout en leur donnant plus de pouvoir sur leur propre gouvernance. La décentralisation, ça rapproche l'action des citoyens et des territoires. Il en va de la bonne gestion de l'argent public, de sa dépense efficiente, plus rapide, avec moins de monde autour du ruban. Monsieur le Président, ces travaux engagent sur le long terme, tandis que nous devons répondre en responsabilité aux attentes immédiates et quotidiennes de nos concitoyens. C'est ce que nous allons faire dès à présent avec notre ordre du jour chargé. Monsieur le Président, chers collègues, je nous souhaite des débats aussi riches que les enjeux sont importants. Je vous remercie.